Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal du soir sur Télé Liban. Un calme prudent a prévalu à la frontière nord entre le Liban et la Syrie. L'armée libanaise a achevé donc son déploiement dans la zone nord de la ville de Hermel après le retrait des combattants tribaux derrière les frontières où l'armée est déployée. Elle a également renforcé son déploiement au point de passage illégaux. Le clan Al-Jafar, impliqué dans les confrontations avec les forces de sécurité syriennes, a souligné dans un communiqué avoir laissé à l'armée libanaise le soin de gérer la situation. Une médiation française aurait contribué à mettre fin aux affrontements frontaliers entre le Liban et la Syrie. Le journal koweïtien Al-Jarida a rapporté que le président Emmanuel Macron, craignant des répercussions sur les relations entre Beyrouth et Damas, a assuré par téléphone le président Joseph Aoun et le premier ministre Nawaf Salam que la France se tenait aux côtés du Liban. Macron a souligné l'importance pour toutes les parties de contribuer à la mise en œuvre du cessez-le-feu au Liban et a profité de l'occasion pour appeler Israël à achever son retrait du Liban Sud. Israël a frappé un tunnel entre le Liban et la Syrie utilisé par le Hezbollah. Le raid aérien israélien a visé un tunnel à la frontière entre la Syrie et le Liban, utilisé selon Israël par le Hezbollah pour la contrebande d'armes. Plusieurs autres sites ont été ciblés à la frontière, ainsi que dans Iqlim at-Tuffah et Jabal al-Rihan dans le Qaza de Jezin et dans le périmètre de Harabta et Sabouba dans la Beka. Parallèlement, l'armée libanaise a poursuivi son déploiement dans les villages du Liban Sud, notamment à Roubet-Latine, Bani Hayyan et Taloussa dans le secteur Est. Les présidents des conseils municipaux de ces localités ont demandé aux habitants de ne pas s'y rendre en attendant que l'armée libanaise termine les opérations de déminage et de déblayage et sécurise les lieux. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a qualifié de révolutionnaire la proposition du président américain Donald Trump prévoyant un contrôle américain de la bande de Gaza et le déplacement des Palestiniens. Il a applaudi ce projet devant son cabinet après son retour de Washington. Trump a aussi affirmé dans une interview sur Fox News que les Palestiniens n'auraient pas le droit au retour dans le cadre de son plan pour Gaza. La récente annonce de Donald Trump d'un projet de prise de contrôle de Gaza par les États-Unis et d'un déplacement de sa population vers l'Égypte ou la Jordanie a suscité une vague de condamnation dans le monde et porté un coup à l'accord de cessez-le-feu déjà fragile. Netanyahou a aussi semblé suggérer jeudi dans une interview qu'un État palestinien pourrait être établi sur le territoire saoudien, suscitant la colère de Riyad. Pendant ce temps, à Gaza, Israël a achevé dimanche son retrait du couloir de Netzarim qui coupe le territoire d'est en ouest, entraînant d'immenses files de Palestiniens rentrant chez eux, au nord comme au sud, à bord de véhicules surchargés de bagages. Les forces israéliennes ont démantelé leurs positions et postes militaires du couloir de Netzarim, permettant aux véhicules de circuler librement, a déclaré un responsable du ministère de l'Intérieur dirigé par le Hamas. Ce couloir établi en décembre 2023 avait été rouvert fin janvier et avait permis à des centaines de milliers de déplacés de regagner le nord du territoire. Les propos de Trump et de Netanyahou ont imposé des interventions diplomatiques pour résorber leur impact et conséquences. Le chef de la diplomatie égyptienne, Badr Abdel-Ati, est parti dimanche pour Washington, alors que le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, est attendu, lui, la semaine prochaine au Moyen-Orient. De plus, l'Égypte a annoncé qu'elle organiserait le 27 février un sommet arabe d'urgence pour discuter des derniers développements graves liés à la question palestinienne, après l'annonce par Donald Trump d'un plan visant à placer Gaza sous le contrôle américain. Le chef de la diplomatie égyptienne, Badr Abdel-Ati, s'était entretenu vendredi avec ses partenaires de Jordanie, d'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis pour adopter une position commune rejetant tout déplacement forcé des Palestiniens. Un concert de protestation à travers le monde a accueilli la proposition de Donald Trump, en particulier de la part des pays arabes qui ont insisté sur la nécessité d'une solution à deux États, israélien et palestinien, pour mettre fin à cette épineuse question.
Une autre confrontation oppose les États-Unis à l'Iran. Le président iranien Masoud Pezeshkian a accusé son homologue américain Donald Trump de vouloir mettre à genoux la République islamique lors d'un discours à l'occasion du 46e anniversaire de la révolution islamique. Trump dit « Nous voulons discuter avec l'Iran » et il signe dans un mémorandum toutes les conspirations pour mettre notre révolution à genoux, a affirmé le président iranien devant une foule à Téhéran. Il faisait référence à un texte signé par le président américain qui prévoit de nouvelles sanctions, notamment contre le secteur pétrolier iranien. Nous ne cherchons pas la guerre, a assuré le président iranien Mahmoud Pezeshkian, tout en ajoutant que son pays ne s'inclinera jamais. Les Iraniens ont célébré aujourd'hui le 46e anniversaire de la victoire de la République iranienne en défilant dans les rues à Téhéran et à travers tout le pays. Dans les rues de Téhéran, des répliques de missiles de fabrication iranienne et d'autres équipements militaires, comme des missiles de défense, ont été exposés. Criant des slogans anti-américains et anti-israéliens, les gens sont aussi descendus dans les rues de Shiraz et Bandar Abbas au sud du pays, Rasht au nord, Mashhad à l'est et Kermanshah et Saint-Najjad à l'ouest selon les images de la télévision. De nombreux responsables de la République islamique ont appelé le peuple iranien à participer en grand nombre aux célébrations qui se déroulent après le retour au pouvoir de Donald Trump, favorable à une politique dite de pression maximale à l'encontre de Téhéran. Des dirigeants politiques du monde entier et des patrons de la technologie se retrouvent aujourd'hui et demain à Paris lors d'un sommet international sur l'intelligence artificielle dont chaque pays tente de tirer avantage. Près de 1500 participants sont réunis au Grand Palais à Paris. Il s'agit de la 3e rencontre internationale sur l'intelligence artificielle co-présidée avec l'Inde. Des dirigeants de la tech comme Sam Altman d'OpenAI, créateur de ChatGPT, Sundar Pichai, directeur général de Google, et Dario Amodei, patron de la start-up américaine Anthropic, sont également de la partie. Les échanges lors de tables rondes évaluent ainsi bien les opportunités que les dangers de cette technologie, notamment les cyber-attaques, l'impact sur les éthiques professionnelles et l'avenir du travail. Les participants se pencheront aussi sur la question d'une gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle, visant à encadrer ses potentielles dérives sans entraver son développement. 9 pays, dont la France, des associations et des entreprises ont annoncé le lancement d'une initiative baptisée Current AI pour une intelligence artificielle d'intérêt général dotée d'un investissement initial de 400 millions de dollars. Ce projet doit développer l'accès à des bases de données privées et publiques dans des domaines comme la santé et l'éducation, promouvoir une intelligence artificielle plus transparente et sécurisée et mettre au point des systèmes pour évaluer l'impact social et environnemental de cette technologie. Il va sans dire qu'intelligence artificielle ou pas, le monde vit à 2 vitesses. Alors qu'à Paris le futur commence aujourd'hui, Kaboul, la lumière peine à percer l'obscurité. À la nuit tombée, Kaboul s'enfonce dans l'obscurité entre coupures de courant et pollution hivernale. Pourtant, quelques lumières résistent, les grandes salles de mariage, dernier éclat de luxe dans une capitale sous tension depuis le retour des talibans en 2021. Malgré une électricité rare et coûteuse, ces lieux illuminés continuent d'accueillir des milliers d'invités, respectant une tradition essentielle dans la culture afghane. Si la musique est interdite dans la ville, elle survit encore discrètement dans les sections réservées aux femmes. Les propriétaires de ces salles investissent des sommes colossales pour garantir lumière et élégance, malgré une population dont 85% vit sous le seuil de pauvreté. Pour beaucoup, organiser un mariage grandiose reste une priorité, quitte à s'endetter lourdement. Dans une ville privée d'activités nocturnes, ces salles deviennent des espaces de répit où les familles se retrouvent, loin de l'ambiance présente qui règne dans la capitale. C'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une excellente fin de soirée au programme de Télé Liban.